effectivement. Le bullshitomètre, comme promis. Elle nous rejoint, notre experte de marché, Léa Dunant-Châtelet pour DNCA, nous accompagne aujourd'hui puisque, comme chaque jour, effectivement, Léa vient dégonfler une idée reçue, défaire, déconstruire des préjugés de marché un peu trop faciles, des experts de marché qui se succèdent sur ce plateau aux alentours de 16h50 chaque après-midi. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Une croissance verte est parfaitement possible et atteignable. Faux, cette idée-là est selon vous bullshit. Vous foudroyez cette idée selon laquelle, Léa, effectivement, une croissance verte est parfaitement possible. Et pourtant, il y a des progrès techniques, technologiques qui peuvent laisser à penser qu'on y arrivera un jour. Le nucléaire, par exemple, qui permet de produire avec une énergie 100% décarbonée. Mais vous n'y croyez pas, cette croissance verte. Il va falloir nous expliquer pourquoi. Alors effectivement, la théorie de la croissance verte, elle repose quand même sur un concept très important à comprendre qui s'appelle le découplage. Alors je sais que beaucoup ne connaissent pas ce concept, mais je vais l'expliquer assez simplement, donc le schématiser. Le découplage, en fait, c'est une croissance économique qui continue, et ça c'est pour les pessimistes qui voudraient rentrer dans la théorie de la décroissance, de dire non, on peut continuer à avoir une croissance un peu basiquement du PIB, mais en face, il faut une décroissance de l'usage de nos ressources naturelles et donc une décroissance des émissions de CO2. Et ça, jusqu'à présent, on ne l'a pas observé. Et donc, ça veut dire que la croissance verte, aujourd'hui, elle nous coûte cher en intensité matérielle, en besoin de ressources, en besoin d'énergie pour pouvoir la faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de cases à cocher qu'il sera difficile de cocher. Quelles sont ces cases à cocher pour espérer rêver, espérer voir un jour une croissance verte se matérialiser, et les cases dont vous pensez que ce sera trop compliqué de les cocher? Oui, alors il y a plusieurs situations à réunir. D'abord, pour que cette croissance verte elle existe, il faut que ce découplage en question, il se fasse à l'échelle international, global, donc qu'il soit un découplage net, c'est-à-dire que ça prenne en compte les importations, les exportations. Prenez un exemple très concret, si vous faites des énergies renouvelables dans un territoire donné, un local, un pays, mais que vous externalisez l'ensemble des besoins en matière, en métaux à l'autre bout du monde, dans d'autres pays, quelque part le découplage, vous pouvez peut-être l'obtenir à un endroit, mais au niveau global de la planète, vous ne l'obtiendrez pas. Donc ça, c'est déjà un très gros problème qu'il va falloir résoudre et on n'y est absolument pas. Quand on s'enorgueillit, par exemple, en France, effectivement, de voir nos émissions de CO2 peu à peu se tasser, se réduire par rapport à la croissance que l'économie est capable de délivrer, bien sûr, merci le nucléaire, merci peut-être certains efforts qu'on est en train de réaliser, mais surtout, merci la Chine qui, elle, au contraire, produit pour nous et absolument. Du coup émet à notre place du CO2. Mais oui, force est de constater qu'il n'y a pas de frontières entre les pays, il n'y a pas de barrière au CO2. L'autre aspect, évidemment, c'est que ça dure longtemps. On a eu une observation très brève d'un découplage au moment du Covid, mais qui était complètement exceptionnel. En fait, on était dans une situation où l'économie s'est écroulée et s'est arrêtée, on le sait tous. Donc forcément, temporairement, on a eu cette efficacité qui s'est produite. Donc ça, c'est un deuxième élément. Il va falloir démontrer dans la durée que ça fonctionne. Et donc effectivement, que notre croissance du PIB continue avec en face une baisse, donc une croissance négative de cette exploitation de ressources. Oui, et ce que vous dites, c'est qu'on peut avoir de bons résultats à court terme, encore faut-il parvenir à les prolonger dans le long terme. On a eu l'exemple de l'Autriche, par exemple. On peut parler de l'Autriche, qui montre que oui, on peut s'enorgueillir même pendant plusieurs années. Absolument. Mais ensuite, parfois, les choses se retournent. Et là aussi, ce ne sera pas le signe d'une croissance très, très verte. Tout à fait. Et c'est un excellent point. Et donc, c'est effectivement le problème de cette croissance verte qui est un peu un phénomène idéaliste auquel on se confronte maintenant de manière extrêmement sérieuse quand on entend les économistes en parler, qui vous expliquent en fait qu'on a une intensité matérielle très forte et qu'en plus il y a un effet rebond potentiellement, c'est-à-dire que si demain on arrive à produire avec moins d'énergie, moins de besoins en ressources, donc en émettant moins de CO2, mais on aura finalement une envie de consommer encore plus. Et donc on va avoir, on va annuler d'une certaine manière cette croissance. On est tous les quatre autour de la table. Quand on réalise des économies, ça ne nous donne pas envie de réaliser des dépenses en plus par ailleurs. Imaginez que les pays émergents s'équipent comme les pays développés que nous sommes, et je pense qu'effectivement on constatera ce problème. Ça s'appelle l'équation de Caillas que vous venez de nous décrire, c'est ça ? Oui, alors ça je vais l'expliquer un tout petit peu plus en détail. Alors ça vient du GIEC. Le GIEC a établi cette équation et il l'a observée en fait sur une période qui va des années 70, donc 1970 à 2004. Et sur cette période-là, il a dit c'est simple en fait, la baisse de l'intensité carbone, elle est d'à peu près 1,2%. Mais au global, quand on regarde l'équation, en fait, on a une augmentation des émissions carbone d'à peu près 2% annuellement. C'est
c'est lié à quoi? C'est lié à l'augmentation de la population, parce qu'en fait, il y a une augmentation de la population qui crée des émissions. C'est à peu près de l'ordre de 1,6% en annuel sur cette même période, et une augmentation du PIB qui est de l'ordre de 1,8%. Et donc, quand on ajoute ces deux éléments, finalement, la partie efficacité énergétique, les gains d'efficacité énergétique qu'on a fait sur la même période, qui sont d'à peu près 1,2%, ne suffisent pas à compenser les émissions CO2 liées à ces deux croissances. Et donc, ce qu'il faut comprendre pour finaliser, et même si c'est un sujet un petit peu, je dirais, tricky, eh bien, c'est qu'en fait, si on a une croissance démographique qui est supérieure à la croissance du PIB, et finalement, derrière tout ça, les émissions de CO2 sont toujours plus importante, eh bien en fait, on n'arrive pas à cette croissance verte. On n'y arrivera pas, en tout cas, tant qu'on ne fera pas ce découplage. Alors, il y a peut-être des motifs d'optimisme, parce que là, on est encore, c'est vrai, dans une phase où l'humanité est de plus en plus nombreuse, mais le pic est plus très très loin, en l'occurrence. Enfin, la démographie, c'est relativement prévisible, et en l'occurrence, le pic de maximum, enfin bon, c'est le principe d'un pic, c'est que c'est son maximum, mais le pic démographique mondial, il sera atteint en 2050, je crois. En 2050. Ouais. Alors, en tout cas, les prévisions... Ça ira mieux après. Oui. et vous imaginez, on est à 25 ans de ça. Ça reste des prévisions extrêmement longues. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a les prévisions les plus longues à chaque fois. Donc oui, on peut imaginer que éventuellement, si ces métriques économiques classiques que sont la croissance de la population commencent à finalement ralentir, eh bien, mais attention, on parle d'un ralentissement. On ne parle pas d'une croissance négative. Et là aussi, c'est un problème de toute manière à gérer. Effectivement. Comment on gère tout ça, justement, puisque vous parlez de gestion, vous êtes responsable, bien sûr, Léa, responsable au sens d'un investisseur responsable. Vous êtes spécialiste de ces thématiques socialement responsables, l'ISR. Est-ce que l'objectif chez DNCA, c'est d'atteindre le zéro émission, ou compte tenu de ce que vous nous dites, on sait que c'est pas possible, donc on met de l'eau dans son vin et on fixe aux gestions, aux différents portefeuilles dont on a responsabilité d'autres objectifs. Comment est-ce qu'on fait pour adapter, compte tenu du fait qu'il faut quand même être, c'est vrai, réaliste, et qu'une croissance 100% verte, ce sera compliqué, et en même temps, la décroissance, ça va être compliqué aussi socialement à soutenir. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais le schématiser très simplement. La neutralité. Le zéro carbone, c'est compliqué et c'est difficile de se prononcer maintenant sur un horizon de temps où finalement ni vous ni moi on sera encore là pour regarder les résultats. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les accords de Paris et ce que nous ont demandé finalement les grandes démarches politiques depuis, c'est simple, c'est de dire il faut aller vers une trajectoire 2 degrés, une trajectoire 1,5 degré. Qu'est-ce que ça veut dire une trajectoire 2 degrés? C'est qu'on baisse tous collectivement d'à peu près 2,5% par an son intensité carbone. C'est ça le découplage, c'est de dire à rythme égal de consommation, de fonctionnement, je continue à utiliser ma télé de la même manière, ma voiture de la même manière, etc. Mais je baisse de 2,5% les émissions de carbone parce que je vais utiliser des technologies plus propres et ainsi de suite. Ça, c'est une courbe 2 degrés. Et une courbe 1,5 degré, c'est moins 7,5% par an. On fait la même chose dans les investissements. C'est-à-dire qu'on regarde les entreprises et on s'intéresse finalement, par point de passage, année après année, de regarder si effectivement leur intensité carbone, le CO2 qu'elles émettent pour leur chiffre d'affaires, c'est un ratio très simple, diminue d'au moins 2,5% par an. Et on rappellera à ceux qui nous suivent et qui nous regardent que regarder ou écouter BFM Bourse, c'est de la compensation carbone. Vous pouvez continuer, bien sûr. Plaisante. Merci beaucoup Léa de nous avoir accompagnés. Avec plaisir.